De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Makaila Ngebla, Esdras Ndikoumana et de notre éditorialiste Alfred Chongo. Place à présent à notre grand angle économique. La Somalie à la conquête du monde. Le pays souhaite devenir une destination touristique privilégiée en Afrique. 150 agences de voyage opèrent d'ores et déjà en ce sens. Plus de détails avec Solène Duplessis. La relance du tourisme, une priorité pour le gouvernement somalien. Afin d'attirer plus de touristes étrangers, les autorités misent sur l'amélioration de la sécurité et les efforts de reconstruction. Il faut dire qu'après 27 ans d'instabilité sociopolitique, la situation sécuritaire du pays reste précaire. Nous voulons que la population locale comprenne l'importance de l'industrie touristique. Nous voulons annoncer que la Somalie est officiellement une destination touristique. Le pays est en phase de développement et est prêt à accueillir le monde entier. L'industrie du tourisme somalien est en voie de développement. Il existe plus de 150 agences de voyage dans le pays et les compagnies aériennes étrangères opèrent des vols réguliers vers la capitale Mogadiscio depuis Istanbul et Nairobi. Nous accueillons beaucoup de touristes venus d'Europe, des États-Unis et d'Asie. Et cette semaine, nous accueillons le premier citoyen singapourien dans notre pays, ce qui nous rend fiers. En septembre 2017, la Somalie a été admise comme 157e membre de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies. Le pays pourra alors bénéficier de l'expérience et de l'expertise technique d'autres États membres. Alfred, on l'a vu, le gouvernement somalien met le cap sur le tourisme, mais a-t-il les moyens de ses ambitions ? Pourquoi pas de tenter de relancer le tourisme, mais dans les conditions d'insécurité actuelles en Somalie, c'est une véritable gageure justement d'essayer de relancer le tourisme en Somalie. C'est vrai que quand on regarde la situation géographique, c'est un pays qui est très bien situé avec une ouverture dans l'océan Indien et si on pousse un peu plus loin, dans la mer Rouge, donc évidemment avec des plages, etc., on peut exploiter vraiment ce type de tourisme balnéaire. Mais les conditions de sécurité actuelles, je doute fort que ça puisse permettre justement, puisqu'il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un attentat justement à Mogadiscio. Donc pour vous, ce n'est pas opportun de se fixer cet objectif en ce moment ? Je ne dirais pas ça, Graziella, une question d'opportunité ou pas. De toute façon, l'État est libre de s'engager pour essayer justement de montrer en interne aux Somaliens que l'État est en train de reprendre la main sur cette question de la sécurité. Mais on sait que sans la force, la mise somme, donc il n'y a pas de paix. Et même malgré cette présence-là, on voit les attentats qui ont lieu. Tant qu'il y aura la menace chez Bab, les touristes qui iraient justement en Somalie sont vraiment des casse-cou qui se disent on va voir un peu, qui ont besoin d'un peu d'adrénaline pour y aller. Mais sinon, il faut effectivement un peu plus de conditions de paix et de sécurité pour que les touristes reviennent. Merci. Bon, le défi est un défi ambitieux de la part des autorités somaliennes, mais le problème qui se pose actuellement, comme l'a dit tout à l'heure Alfred, c'est qu'on bute à une question sécuritaire. Et la question sécuritaire fait qu'aujourd'hui, la Somalie fait peur effectivement à des touristes. Mais à entendre quelques intervenants tout à l'heure, quand ils parlaient, ils sont convaincus qu'ils pouvaient mobiliser effectivement en fait, des touristes vers la Somalie, un pays situé dans la corne de l'Afrique qui est quand même attirant à travers son positionnement géographique. Et son potentiel touristique. Justement, touristique. Moi, ce qui me donne un peu de l'espace, c'est le retour depuis un certain temps effectivement des réfugiés somaliens qui étaient au Canada, qui étaient aux États-Unis, en Suède, et qui ont effectivement acquis des expériences et qui souhaiteraient relever ces défis. Et là, il faut absolument que les partenaires de la Somalie au niveau du Kenya et les pays voisins limitrophes de la Somalie puissent quand même accompagner ces efforts et amener la Somalie à émerger, parce que ça fait 27 ans de conflits internes, une présence massive de groupes armés, un pays militarisé, cela inquiète.
ce qui est arrivé à la Somalie, sans vouloir vous interrompre, c'est ce qui arrive à la Libye, c'est-à-dire qu'on a fait tomber Siad Barre sans prévoir l'après Siad Barre. Et puis c'est parti dans tous les sens. Et dans le même sens, pour continuer dans ce sens, que c'est l'absence d'appréciation des problèmes africains par l'appropriation internationale qui nous pose problème. Donc ils ont fait tomber, comme tu disais, Siad Barre à l'époque dans les années 90. Aujourd'hui, on est dans une situation, c'est un vide. Alors, M. Ndouki, allez-y. Juste ce que je voulais ajouter, c'est que à y regarder de près quand même, la situation sécuritaire s'est énormément améliorée, notamment à Mogadiscio, depuis un certain temps, à cause justement de la présence des soldats de l'Union africaine, 2500. Alors le problème, numéro un, il devait normalement commencer à partir cette année, à premier millier cette année, mais tout le monde se rend compte que c'est quasi impossible. On a eu dernièrement le plus gros attentat jamais organisé dans ce pays, plus de 500 personnes. En octobre 2017. Oui, absolument. Donc tout ça, ce ne sont pas des indicateurs qui rassurent, qui montrent que les touristes peuvent venir. Et voilà. Donc. Alors tout à l'heure, Monsieur Ngebla, vous avez parlé de l'histoire de la Somalie. Est-ce que justement la Somalie ne peut pas tirer profit finalement de cette histoire en développant par exemple le tourisme de guerre? On a vu que ça a porté les fruits par exemple sur la centrale de Tchernobyl. Il y a des gens qui ont envie de découvrir. Mais c'est le cas récent. En tout cas, ce tourisme de guerre remporte un certain succès, notamment auprès des touristes internationaux. Mais justement, c'est le cas récent d'un Canadien qui a essayé de devenir un milliardaire, un homme d'affaires canadien qui a essayé d'être là la semaine dernière à Mogadiscio. Et quand on a tenté de le voir à l'aéroport, les policiers somaliens pensaient qu'il était un espion qui était venu. Alors, il avait un visa touristique. Alors, voilà. Ils ont dit non, c'est ça. Et il voulait le mettre dans l'avion. Il a fallu qu'il convainque il dit, mais écoutez, moi j'ai fait beaucoup de pays dans le monde et je tenais à voir la Somalie. Donc du coup, c'est aussi un défi. Et donc ils doivent parce que là, effectivement, il n'y a pas de communication entre les ministères du tourisme, de l'intérieur, de la sécurité, c'est pas possible. Donc il n'y a pas une harmonisation effectivement au niveau institutionnel, je dirais. Donc je pense que c'est un défi qui reste, qui appartient aux autorités somaliennes. Mais malgré tout, moi je pense effectivement que c'est un danger. Ce que je dis, les casse-coups comme ça peuvent venir, parce que poussée d'adrénaline et tout ça. Mais le commun de mortels qui fait vraiment le tourisme, il regarderait à deux fois avant de risquer justement. On prend des pays qui sont plus ou moins sortis de ces risques terroristes, comme la Tunisie par exemple. Ça reprend très lentement le retour des touristes. Et Dieu sait s'il y a des forces de sécurité et militaires en Tunisie qui sont très bien formées là-dessus. En Algérie, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment un risque qu'un touriste courrait à aller là-bas, même en Égypte, dont on vient de parler. C'est pareil. Donc, je veux dire qu'il faut effectivement... C'est vrai que ça s'est amélioré, mais il faut aller encore plus loin dans cette sécurisation-là. Le pays est encore d'ailleurs classé 157e sur 162. En termes de sécurité, il faut aller soit au Somaliland, où on voit bon an, mal an, ça se stabilise, il y a un État non reconnu, mais où c'est tranquille, où les touristes peuvent y aller. Il y a des élections présidentielles qui sont organisées, alors c'est à quelques encablures justement de Mogadiscio. Donc on voit vraiment là la différence entre les deux, quoi. Et même au Puntland, si on veut pousser encore un peu plus loin. C'est vrai, ça va être un peu compliqué pour le Somalien, quand on a Nairobi qui est à côté, qui attire aussi beaucoup de touristes étrangers. Nairobi est l'une des destinations africaines la plus prisée par les touristes occidentaux. Je pense avec un énorme potentiel, effectivement. Absolument. Dans l'actualité également, le Tchad veut en finir avec la corruption, et ceci avec le concours des citoyens. Un numéro vert a été mis en place pour permettre à ces derniers de dénoncer les cas de corruption. Reportage de Mahama Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, le gouvernement a lancé ce mercredi 10 janvier 2018 une opération dénommée Zéro déperdition. L'objectif, selon les autorités en charge de la finance publique, est de mobiliser et sécuriser les recettes de l'État et lutter contre les indélicatesses des agents véreux dans les régies financières. Pour impliquer la population dans ce combat contre la corruption, elles ont initié un numéro de téléphone vert permettant aux citoyens de dénoncer les cas de corruption.
Nous tenons à prévenir les douaniers, les transitaires et les commerçants que désormais, il existe une entité technique et une unité armée qui va contrôler toutes leurs actions. Les recettes destinées à l'État doivent aller au trésor public et non dans les poches des agents véreux. Nous savons qu'il existe des agents corrompus qui font du chantage aux honnêtes commerçants. C'est pourquoi nous avons initié un numéro de téléphone vert permettant aux citoyens de dénoncer tout cas de corruption pour que les auteurs soient réprimandés. Les opérateurs économiques du pays ont salué l'initiative du gouvernement visant à lutter contre la corruption et les agents véreux de l'État. Par ailleurs, ils ont déploré la pression fiscale qui pèse sur les entrepreneurs et la dette intérieure de l'État qui tarde à être décomptée. Nous avons une pression fiscale. Cette pression fiscale, je peux vous dire qu'elle est au-dessus de tout ce qu'on peut comprendre. Parce que je pense que nos dirigeants financiers ont comme l'impression que partout où il y a des pertes, il suffit d'augmenter les taxes pour pouvoir les compenser. Et économiquement, nous avons tout à fait l'effet contraire. Et je prendrai pour exemple le problème de la mairie qui a passé du simple au triple les boutiques qu'elle louait au niveau de marché des Milles. Tout simplement pour couvrir le gap de leur budget. Par ailleurs, les autorités tchadiennes ont mis sur pied une unité spéciale composée de plusieurs corps de l'armée. Elle est chargée de réprimer les fraudes douanières et fiscales. Composée d'environ 500 hommes, cette unité a également pour mission le démantèlement des réseaux en bande organisée. Monsieur Ngebla, quelle appréciation faites-vous de la politique de lutte contre la corruption menée au Tchad? Mais écoutez, au Tchad, je pense que la corruption est institutionnalisée au plus haut niveau. Quand vous avez l'entourage direct du président de la République et qui est aussi corrupteur, et y compris le président de la République tchadien lui-même, c'est un corrompu et corrupteur en même temps. Je pense qu'il est difficile de pouvoir rêver, quoi. Je pense qu'on est en train de rêver. Il y a aussi, quand vous constatez que des proches parents des Déby, d'Aoussa Déby, vous avez Bédéi, vous avez Salahi qui ont géré les régies financières et qui ont amassé beaucoup d'argent et qui ont thésaurisé un peu partout à Dubaï. Le ministre des Finances qui parlait tout à l'heure de Sidi Mouroué, je pense qu'il est en train de leurrer, étant donné que lui-même étant proche du régime, c'est pas évident qu'on puisse quand même éradiquer de façon quand même pérenne la corruption au Tchad. Donc, il va de la volonté politique de nos autorités, mais je ne suis pas du tout optimiste qu'on peut y arriver. Alors pourtant, hein, pardonnez-moi de vous couper, Alfred, il y a eu des avancées, en tout cas, selon les institutions internationales, le pays figure à la 147e place sur 168 contre la 163e place il y a encore quelques années. Souvenez-vous, récemment, il y a même pas un mois, il y a un ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal a été arrêté aux États-Unis. Il a été reproché de connivence d'avoir tenté de corrompre ou bien d'avoir corrompu le président Idriss Déby. Et donc, la corruption a pris une dimension nationale, une dimension internationale. Donc aujourd'hui, je pense que les rapports peuvent être aussi élogieux, mais je pense que pour les observateurs les plus éclairés que nous sommes, je pense que le Tchad reste un des pays les plus corrompus au monde. Plusieurs rapports récemment à Genève ou bien à Bruxelles ont démontré à juste titre qu'effectivement l'argent du pétrole a été dilapidé à la volonté. C'est là où je voulais en venir justement. Je dis si Idriss Déby Itno avait bien géré la période de vache grasse du pétrole au Tchad, on n'en serait pas là, parce que c'est la énième structure qui est mise en place pour lutter contre la corruption. Mais quand même, je pense que si on regarde, c'est justement à cause de cette histoire, de ce qui s'est passé, où on en est aujourd'hui, le Tchad, qui est pratiquement à genoux économiquement aujourd'hui, il n'y a plus de demande de pétrole, etc. C'est pratiquement à genoux. Voilà, bon, façon de parler. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il est obligé de faire quelque chose. Dans ce sens-là. Je pense qu'il est obligé de faire quelque chose, d'essayer un peu de... Parce qu'aujourd'hui, l'objectif apparemment, c'est de revenir à une économie, à l'ancienne économie, d'avant le pétrole. Et pour cela, il faut produire, il faut qu'il y ait des taxes et des impôts qui proviennent d'autres secteurs, il faut que le pays puisse tourner au minimum, il faut qu'il puisse faire tourner son armée, etc. Sauf qu'Esdras, le problème est que il y a déjà des structures qui existent pour lutter contre la corruption.
et qui n'ont pas donné des résultats, qui ont été mis en place depuis des années, mais qui ne donnent pas des résultats. Alors Rien là, ne en nous l'occurrence, assure. il y a quelque chose de nouveau quand même, Alfred, qui est la mise en place de ce numéro vert pour mettre à contribution les citoyens. Le Maroc a fait pareil il y a 2 ans. Il y a eu combien de dénonciations? Très peu, hein, au regard justement de la dilapidation et des détournements justement des fonds. Hein. Et puis ce n'est pas une politique en soi. Seule la mise en place d'un numéro vert, un simple citoyen qui se trouve à l'intérieur du pays ne sait pas qui est en train de voler. Alors la garde républicaine a également mis à disposition du ministère des Finances 500 hommes qui sont censés surveiller. C'est là où il y a le risque d'abus. Le problème c'est que le gros de l'argent qui est pillé, qui fait mal au pays, c'est pas le sous-fifre qui est quelque part ou bien dans un qui est au bord de la route qui prend 150 francs CFA. Moi, je voudrais ajouter aussi. C'est vraiment c'est au sommet de l'État, c'est dans les contrats, etc. Les policiers ne vont pas aller surveiller ces gens-là. Alors donc pour vous, c'est peine perdue. Donc il faut qu'il y ait une véritable politique. Il faut d'abord qu'ils mettent en place une véritable politique de lutte contre la corruption. Ça n'est pas seulement un numéro vert, ce n'est pas seulement des policiers. C'est vraiment un ensemble de mesures que l'on prend. Exactement. Et on commence par punir d'abord. Moi, je pense aller plus loin. Ça reste un slogan fort, mais sans défi. Je voudrais ajouter, quand tu parlais tout à l'heure, Grazia, quand tu parlais de la garde présidentielle. Vous savez, quand les forces tchadiennes sont intervenues au Mali, et les combattants tchadiens, les troupes tchadiennes devaient percevoir en principe $1000. Exactement. Ils se sont retrouvés avec combien? Ces troupes tchadiennes se sont retrouvés avec 100 000 francs CFA. Et donc, voyez-vous comment ça veut dire que la corruption a été institutionnalisée au niveau même de l'armée tchadienne. Et donc, du coup, on ne peut pas on peut rien attendre, effectivement, d'une lutte dans ces changements. Si Idriss Déby Itno veut réellement avoir des résultats, il faut commencer. Esdras a dit une chose, l'impunité, assainir déjà son entourage. Il n'osera jamais s'attaquer à son fils, à ses frères, etc. Il n'osera pas faire ça. Bah non, ne lui prêtons pas d'attention. Non, mais regardez. C'est le point de vue d'un analyste. Donc regardez ce que Lourenço est en train de faire en Angola. Dans toutes les institutions où il y avait les fils, beaux-fils de l'ancien président, il les a tous virés. Parce que, se disant, c'était des sources, justement, de détournement de fonds, de l'argent du pétrole, le fonds de financement de l'État, c'était le fils, la Sonangol, c'était la fille, et donc il les a tous virés. Il est en train de le faire maintenant, en disant... Mais lui-même est très riche. Absolument, absolument. Il est très très riche, milliardaire. Donc, alors restons concentrés sur le Tchad. Oui, non, mais ça c'est vraiment une ouverture pour dire il y a là, Idriss Déby peut regarder par là. Mais est-ce qu'il en a le courage? Moi j'ajouterais en fait, c'est qu'il a mis le curseur sur l'abcès de fixation de la corruption, de la culture de l'impunité. C'est que Déby a institué dans le pays une culture de l'impunité qui protégeait effectivement ses proches contre les autres. Donc ceux qui sont été interpellés sont souvent des gens éloignés du pouvoir et qui peuvent être traînés dans la boue, etc. Mais ces proches n'ont jamais été traînés dans la boue. Il y a une question très fondamentale sur le Tchad. Merci à tous les trois pour ces précisions. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite. Toi, Déby, ne va pas. Déby,